8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous avez été le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles. Aujourd'hui, vous êtes député européen, mais vous espérez plus pour très longtemps puisque vous êtes aussi candidat à la députation tout court avec l'étiquette NUPES. Je crois qu'on peut se mettre d'accord sur cette appellation si ça vous va. Nouvelle Union populaire, écologique et sociale dont vous avez justement été l'un des artisans et vous êtes candidat à Marseille. On y reviendra. Il y a un nouveau gouvernement, 26 jours après l'élection d'Emmanuel Macron, la réélection d'Emmanuel Macron qui devrait être présentée cet après-midi avec un premier conseil des ministres lundi. Vous en espérez quoi ? Pas grand-chose, puisque déjà on a eu la décision de la désignation de la première ministre, Madame Borne, et je pense que cette désignation, elle disait qu'elle va être le cap de la politique que va mettre en place ce gouvernement, bien éloigné en fait, y compris des promesses qui avaient été celles d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle, entre les deux tours de l'élection présidentielle, elle avait dit ça sera un mandat totalement différent. En réalité, c'est un choix de continuité. C'est un choix de maltraitance sociale. Madame Borne est celle, par exemple, qui a mis en place la réforme de l'assurance chômage. Je rappelle, plus d'1 million de personnes qui ont perdu à peu près 20% de leur indemnité au chômage. Et je crains que maintenant, le casting qui soit présenté et qui va être présenté cet après-midi aille dans la même direction. Manifestement, il y a des difficultés. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de monter sur le radeau de la 26 jours, il aura fallu attendre 26 jours pour avoir un gouvernement. Mais Manuel Bompard, quand vous dites finalement c'est même éloigné de ce qu'Emmanuel Macron lui-même promettait, vous invitez presque Emmanuel Macron au moins à tenir ses promesses. C'est-à-dire que j'observe qu'entre les deux tours de la présidentielle, on avait un discours qui était un petit peu différent, qui disait vous allez voir, tout va changer, je vais pas faire la même chose que ce que j'ai fait précédemment, et y compris à l'égard de nos électrices et de nos électeurs. Je me rappelle que finalement on n'était pas si méchant que ça, et puis qu'une fois que le deuxième tour de l'élection présidentielle est passé, maintenant on est revenu d'affreux communautaristes, comme a dit Monsieur Macron cette semaine, et donc je trouve que ce changement de discours en dit long sur la sincérité du discours du président de la République. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite de l'affreux communautarisme, mais enfin, il y a des questions quand même qu'il faudra se poser et peut-être y répondre aujourd'hui, mais d'abord sur le programme, parce que vous avez présenté hier, enfin Jean-Luc Mélenchon a présenté hier votre programme, il y a 650 mesures, dedans il y a notamment les blocages des prix, blocage des prix de l'alimentaire, blocage des prix des loyers, le SMIC à 1 500 € net, les retraites à 60 ans. Si vous deviez choisir une mesure, si Jean-Luc Mélenchon est élu et ensuite choisi et nommé Premier ministre, quelle sera sa première mesure dans les 650 ? La première mesure, c'est toujours difficile à dire, mais je pense que le sujet urgent aujourd'hui, tout le monde en est conscient, c'est la problématique de l'explosion des prix. Prix de l'électricité, prix des produits alimentaires. Et donc la mesure immédiate, urgente, rapide, qui nécessite juste la signature d'un décret, c'est le blocage des prix. Ça, c'est une mesure extrêmement forte et qui permet juste de tous les prix ? Pas de tous les prix, mais d'abord des prix de l'électricité, les prix du gaz, les prix du carburant, et puis les prix d'un panier de produits alimentaires qui sont des produits de première nécessité. Ça existe, par exemple, vous connaissez peut-être le dispositif à La Réunion où Jean-Luc Mélenchon l'a présenté ici. Il y a un panier de produits qui est déterminé en lien avec les autorités, les associations de consommateurs, donc etc. C'est faisable, nous dites-vous. Et si vous les bloquez combien de temps ? On les bloque autant que nécessaire. J'ai envie de dire, c'est forcément une mesure qui est une mesure transitoire et qui vise à faire face à une situation actuelle qui est une situation d'explosion de ces prix. À partir du moment où les prix reviennent à des niveaux qui sont des niveaux acceptables, on peut lever une mesure comme cette mesure de blocage des prix. Mais honnêtement, elle est indispensable. Ça veut dire que vous sortez de la logique d'offre et de demande ? En quelque sorte, oui. Sort de l'offre et de la demande. Mais tout simplement parce que... C'est un changement majeur. Oui, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas s'en sortir, là. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de gens dans ce pays qui n'arrivent plus à manger à leur faim, qui n'arrivent plus à aller travailler parce qu'il faut prendre sa voiture et que le carburant est trop cher, qui n'arrivent plus à se chauffer, qui sont dans des situations de précarité énergétique. On ne peut pas dire, oui, mais c'est le marché, donc on va laisser faire comme ça. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut une mesure forte. Et ça, c'est une mesure forte et immédiate. Et donc, comme il y a des élections législatives, parce que oui, on va présenter un nouveau gouvernement. Mais la partie, elle n'est pas terminée. La question, ce gouvernement, il est peut-être là par intérim. La question est de savoir si, dans un mois, ce gouvernement, vous voulez qu'il soit encore là, ou vous voulez qu'il y ait un autre gouvernement, avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon, qui met en place une politique différente. Et cette politique, c'est celle qui est contenue, effectivement, dans ce programme. C'est bloquer les prix, c'est augmenter le SMIC, c'est ramener la retraite à 60 ans. C'est des mesures sociales immédiates, fortes, qui sont, à mon avis, indispensables. Il y a un petit jeu de dupes, parce que vous nous dites, si vous voulez Jean-Luc Mélenchon à Matignon, vous avez qu'à voter pour la NUPES. Mais vous savez bien que le rapport n'est pas automatique.
problématique. Pourquoi ? C'est pas parce que la NUPES aura une d'abord, il faudra avoir une majorité, mais si vous avez une majorité, Jean-Luc Mélenchon, il faudra qu'il soit choisi quand même. Forcément, mais vous connaissez très bien la tradition historique. On n'élit pas, vous le savez bien, on n'élit pas le Premier ministre. Bien sûr, c'est un raccourci. Ouais. Mais la vérité, c'est que si nous avons une majorité de députés à l'Assemblée nationale issus de la nouvelle Union populaire, le président de la République n'a pas d'autre choix que de désigner... Mais vous n'avez pas peur de créer une déception, du coup, chez ceux qui se seraient dit, allez, ça y est, c'est bon, il va être Premier ministre. Mais il sera Premier ministre. Bon. Bien sûr, mais attendez, Emmanuel Macron sera contraint de choisir le Premier ministre qui sera proposé par cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Et nous nous sommes tous mis d'accord dans la nouvelle Union populaire que nous avons constituée pour dire que dans ce cas-là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui serait proposé pour être Premier ministre à la tête d'un gouvernement qui, lui, sera nécessairement un gouvernement de coalition. Fabien Roussel qui n'a pas l'air fan de cette Fabien Roussel, stratégie. il dit que la formule elle-même est un résumé. Et il a raison, c'est un résumé, cette formule. Mais c'est la vérité. Dans l'accord que nous avons signé, nous avons tous dit le Premier ministre serait issu de la formation politique la plus nombreuse à l'Assemblée nationale. Un petit mensonge quand même quand vous mettez ça sur vos affiches. Mais non, c'est pas un mensonge. Je comprends pas pourquoi vous pouvez dire que c'est un mensonge. S'il y a une majorité de députés, est-ce que c'est vrai que s'il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale de la nouvelle Union populaire, le Premier ministre est issu de nos rangs? Le Premier ministre constitutionnel. serait sans doute issu de vos rangs, mais il peut même aller chercher quelqu'un d'autre qui ne soit pas complètement issu de vos rangs, mais qui soit. C'est pas vous qui allez imposer, si jamais. Alors très intéressant, moi on fait un petit cours de constitution pour celles et ceux qui nous écoutent. En vérité, qu'est-ce qui doit se produire? Il doit y avoir un Premier ministre, un gouvernement. Ensuite, ce gouvernement. On a déjà eu des cohabitations. En gros, ce serait une cohabitation. Voilà, et donc il faut un gouvernement qui ensuite a la confiance de l'Assemblée nationale, donc un vote de confiance de la majorité des députés de l'Assemblée nationale. À partir du moment où nous avons la majorité des députés de l'Assemblée nationale, nous pouvons imposer le Premier ministre de notre choix. C'est la règle, c'est la Constitution. C'est là-dessus que Fabien Roussel n'a pas l'air complètement d'accord. Et d'ailleurs, il n'était pas là hier. Il y avait Olivier Faure du Parti Socialiste, il y avait Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, mais il n'y avait pas Fabien Roussel. Il y avait Yann Brossat qui est le porte-parole du Parti communiste. Donc il ne faut pas y voir malice. Je crois pas. En tout cas, moi je crois ce que dit Yann Brossat, qui a dit en ouverture que Fabien Roussel était retenu sur sa circonscription parce qu'il y a une lutte importante, Valourec, avec des pertes d'emplois très importantes à la clé pour une entreprise qui a touché 1 milliard d'euros d'aide publique, et je crois qu'il était aux côtés des salariés de cette entreprise. Il y a un certain nombre de points sur lesquels vos partenaires ont quelques doutes, notamment par exemple la question de nationaliser les banques. Vous vouliez initialement nationaliser toutes les banques? Alors nous, dans notre programme, y compris dans le programme de la France Insoumise, l'avenir en commun, il ne s'agit pas de dire qu'on va nationaliser l'ensemble du secteur bancaire, pas du tout. Il s'agit de dire par contre qu'on va constituer un pôle public bancaire qui va permettre, par exemple, d'aider les petites et les moyennes entreprises à avoir l'accès au crédit, qui va permettre de faciliter le financement des projets qui sont des projets utiles d'un point de vue social et écologique. Et ça, je crois que ça fait partie des points d'accord. Mais je ne vais pas esquiver votre question. Vous avez dit il y a 650 mesures. Dans ces 650 mesures, il y a 95% de ces mesures qui font accord entre tous. C'est très important. 650 mesures, il y en a 95% qui font accord entre tous. Et il y a 5% où on a dit les choses de manière transparente. On a dit sur ces 5%-là, on n'a pas exactement la même vision. Et donc, on va reparlementariser la vie politique. C'est-à-dire que ça se tranchera à l'Assemblée nationale, dans le débat. Et je trouve que c'est bien pour la démocratie. Et en effet, ils n'ont pas l'air d'avoir refusé. En tout cas, pour l'instant, ça ne craque pas, votre fameuse NUPES. Il y a un point dans vos 650. Enfin, il y en a plein de points qui seraient passionnants d'ailleurs à analyser. Mais je vois par exemple le passage à une agriculture écologique et paysanne. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, on s'oriente peut-être vers une pénurie de lait parce qu'il y a un certain nombre d'exploitations agricoles qui ont dû fermer parce que c'est trop difficile aujourd'hui pour s'en sortir et que donc ce sont des agriculteurs qui ont renoncé à élever des vaches laitières parce que ça ne rapporte pas suffisamment. Comment est-ce que vous allez réussir à dire, non, en fait, on va faire telle exploitation, elle va devenir bio, telle exploitation, elle va devenir paysanne, et les autres, vous allez leur dire quoi? Est-ce que vous ne redoutez pas l'équilibre avec un moment où la famine, les pénuries deviennent à nouveau des craintes? Je ne crois pas, au contraire, mais je vais donner quelques éléments de réponse. Premièrement, vous avez raison sur un sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand on est agricultrice ou agriculteur dans ce pays, tout simplement, on n'arrive pas à vivre de son travail, de ses productions. Et y compris, on vit en quelque sorte des subventions européennes, mais c'est pas ce qu'on vend qui nous permet de vivre. Au passage, ça, on en parlera, parce qu'on en donne beaucoup aussi de l'argent qui ensuite revient par la les politique agriculteurs, ils peuvent agricole dire merci l'Europe. Je crois pas, mais bon, ça serait un autre débat. Mais je pense que le premier sujet, c'est comment on garantit des prix qui sont rémunérateurs pour les agricultrices et les agriculteurs, quelle que soit la nature de leur exploitation par ailleurs. Et donc ça, c'est tout le sujet sur l'encadrement des marges de la grande distribution et comment se répartit la valeur sur la chaîne de la valeur entre le producteur, l'intermédiaire, le consommateur. Il faut bien sûr bloquer les prix en haut, mais il faut aussi qu'il y ait des prix qui soient des prix rémunérateurs en bas pour que les agricultrices et les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Et ça fait partie des propositions qui sont dans notre programme. Ensuite, deuxième sujet, comment on favorise la transition de ces exploitations vers un modèle qui soit davantage respectueux
des agriculteurs eux-mêmes, de la planète, de l'environnement, du bien-être animal, etc. Et ben ça, on le fait par du fléchage financier. Vous parliez des aides En fait, vous revenez à une forme de européennes. planification, quoi. Exactement, mais j'ai observé que le mot planification qui il y a 10 ans Vous avez inspiré faisait peur à peut-être tout le monde, Emmanuel Macron, ça y que vous allez compris nous le dire. président de la République. Maintenant, on reprend à son compte cette idée de planification. Mais la planification, vous voyez, c'est pas une idée révolutionnaire. Hein. Le général de Gaulle lui-même parlait de planification. Et oui, face aux défis qui sont devant nous, et notamment ce défi de la transition écologique, c'est indispensable de planifier nos efforts. C'est vrai en matière agricole, c'est vrai en matière énergétique. Il faut aller vers le 100% d'énergie renouvelable. Ça nécessite d'avoir des objectifs, un cap, et ensuite de faire en sorte que toute la machine économique se mette Revenir autour sur de ces objectifs. l'anticipation, la question du long C'est terme. ça. On voit le problème aujourd'hui avec les hôpitaux, le problème du nombre de médecins. Une question quand même assez technique. Vous avez fait presque un cours tout à l'heure de constitution. Est-ce qu'il y aura le mot NUPES sur les petits bulletins des législatives? Est-ce que vous allez obtenir d'avoir l'appellation NUPES? Alors, derrière votre question, il y a un sujet, ce qui est une polémique qu'il y a eu cette semaine sur la question des nuances du ministère de l'Intérieur. Je vais y revenir. Mais ça ne concerne pas le logo sur le bulletin. Dans tous les cas, il y aura sur le bulletin, ça me permet de m'adresser aux gens. Si vous C'est voulez, important parce que moi-même, vous voyez, j'ai regardé vous- et j'ai pas très bien compris. Ouais, je vais essayer rapidement de l'expliquer. Sur le bulletin, il y aura le logo NUP et il y aura ce signe levé. C'est le V de la victoire. Et si C'est vous votre voulez, logo. voilà. Et si vous voulez voter pour que Jean-Luc Mélenchon soit au gouvernement, si vous voulez voter pour que ce programme s'applique, votez pour les candidats qui ont ce V sur le bulletin. Ça, c'est la question du bulletin de vote. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Par contre, il y a une difficulté avec le ministère de l'Intérieur qui, dans les nuances qu'elle attribue aux différents candidats, ces nuances, elles servent à quoi? Elles servent ensuite à compiler les résultats au niveau national. Dans ces nuances-là, le ministère de l'Intérieur refuse de reconnaître la nuance. Ça veut NUP. dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ils veulent vous comptabiliser suivant manière séparée. en gros, il y aura La France Insoumise, il y aura la Europe France Écologie Les Insoumise Verts, Parti au lieu de Socialiste. faire un total global. Exactement. Au lieu de vous Pourquoi additionner. Exactement. Pourquoi? Et je l'accuse et je le dis, j'ai pas de problème à le dire ici, j'accuse le ministère de l'Intérieur de faire volontairement cette chose pour faire apparaître de manière artificielle les candidats de la majorité présidentielle en tête du premier tour des élections législatives, alors qu'ils ne le seront pas, je le crois, par la réalité des suffrages. Et Attendez, donc, c'est très important ce que vous Oui, nous dites. je- Vous nous dites au fond que c'est un tour de passe-passe visuel pour que... Exactement. alors, on va vraiment se dire les choses. Hein, le lendemain des élections, voire même le soir même, il y a des bâtons, hein, Voilà, comme c'est dans ça. tout sondage ou comme dans tout résultat. Et en fait, ils veulent faire apparaître le bâton de Renaissance, Majorité c'est-à-dire la plus haut que le majorité nôtre. présidentielle plus haut que le vôtre, Exactement. en divisant vos bâtons. Exactement, je le pense, je crois que c'est ça. D'ailleurs, tous les sondages aujourd'hui qui sortent sur les élections législatives, ils disent que notre alliance est en tête du premier tour pour l'instant. Votre en tout cas. bâton est plus haut que les Voilà, autres. Quoi. et je pense que la volonté est effectivement de faire en sorte que ça soit la majorité présidentielle qui apparaisse au-dessus. Pourquoi je fais cette accusation? Parce que j'ai observé les arguments et c'est des arguments qui tiennent pas la route. On nous dit ça peut pas être la même, la nuance ne peut pas être reconnue parce que c'est chaque parti qui a désigné ses candidats. Mais c'est le cas aussi dans l'alliance de la majorité présidentielle. On nous dit oui, mais vous avez pas la même association de financement. Tout ça est un peu technique, mais quand vous allez déclarer votre candidature, vous déposez une association de financement. C'est vrai, on n'a pas notre même association de financement, mais il y a une nuance divers gauche ou une nuance régionaliste qui regroupe des candidats qui n'ont pas la même association de financement. Vous avez saisi le Conseil d'État? Pas encore, on travaille sur effectivement une saisine du Conseil d'État. Je pense qu'elle sera prête en fin de semaine ou en début de semaine Je le prochaine. disais, vous êtes candidat. Vous étiez déjà candidat en 2017, mais vous étiez en Haute-Garonne. Oui. Vous aviez perdu. Et aujourd'hui, vous êtes donc dans la circonscription de Jean-Luc Mélenchon à Marseille. C'est plus confortable. En tout cas, c'est une circonscription, ça c'est vrai, où Jean-Luc Mélenchon a fait 54% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Donc j'espère que celles et ceux qui ont voté pour sa candidature à l'élection présidentielle reproduiront leur vote. Et ça, c'est vrai sur l'ensemble du territoire national. L'enjeu pour nous... Mais vous pour connaissez faire un peu Marseille? Mais bien sûr, je connais Marseille, j'y suis allé beaucoup avec Jean-Luc Mélenchon. Et surtout, c'est les militantes, les militants sur cette circonscription qui m'ont dit ça serait bien que tu viennes présenter ta candidature ici. Et je le fais en humilité, en respect pour le travail qui a été réalisé là-bas, mais avec l'objectif de faire en sorte qu'on gagne cette circonscription, bien sûr, mais qu'on en gagne d'autres aussi à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, et qu'on gagne une majorité de députés Un mot à sur ce qui se l'Assemblée passe à nationale. Marseille. Vous avez suivi, j'imagine, puisque vous êtes candidat sur place. Il y a ce qui se passe dans la cité Callisté, Oui. avec une situation dramatique pour les familles qui sont sur place, qui sont prises entre les coups de machette d'un certain nombre de squatteurs de leurs immeubles de la cité. Vous feriez quoi? Au niveau national, dans le programme que nous avons présenté hier, il y a un programme qui est un programme sérieux, élaboré en matière de tranquillité publique, de sécurité, et sur lequel je veux dire d'abord que
il faudrait sans doute un peu plus d'actes sérieux, concrets, et un peu moins de communication sur ces sujets. Parce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de shérifs, mais après, quand il faut mettre en place les mesures concrètes, il y a plus grand monde. Non, mais vous metteriez des shérifs ? Je vais vous dire quelles sont ces mesures. Ces mesures, c'est bien sûr rétablir une forme de police de proximité, c'est indispensable. C'est lutter, parce que dans l'exemple que vous venez d'évoquer, le fléau, c'est le trafic d'armes, c'est le trafic de drogue. Et donc, c'est lutter et investir davantage dans des effectifs de la police judiciaire qui font du travail d'enquête, pas uniquement du travail de flagrant délit, parce que quand on fait du flagrant délit, on prend le bout de la chaîne, mais on remonte pas la chaîne pour la démanteler. Et donc, je trouve qu'il faudrait un peu moins de communication sur ces questions de sécurité et un peu plus de travail sérieux. Et ce programme de sécurité, de tranquillité publique, il est porté lui aussi par la nouvelle Union sécurité, populaire. C'est porté aussi par les policiers, puisque vous venez de le dire. Vous avez donné l'investiture à une femme qui s'appelle Farida Chic. Elle est suppléante de Mathilde Panot à Ivry-sur-Seine. Farida Chic, c'est cette soignante qu'on avait vue dans les images. Elle s'était montrée extrêmement agressive, hargneuse contre les forces de l'ordre lors de manifestations qui avaient dégénéré aux Invalides. Sur ces images, on la voyait jeter des pavés sur les policiers et les injurier avec des doigts d'honneur. Elle a été condamnée. Elle a été condamnée à une amende pour violence. Et vous lui donnez l'investiture. Alors, si vous voulez bien qu'on rétablisse le contexte dans sa globalité, vous avez retenu la fin des images, mais peut-être pas le début. Le début des images, c'est que c'était la première manifestation des soignantes et des soignants après la première crise du Covid, avec beaucoup de colère, avec beaucoup d'émotions. Et c'est une manifestation qui a été réprimée d'une manière extrêmement brutale par les forces de l'ordre à Paris. Et effectivement, elle a été traînée au sol. Tout le monde se rappelle de cette image où elle était traînée au sol. Et effectivement, dans un excès de colère, elle a répondu en jetant un pavé. On va quand même faire les choses dans l'autre sens. Elle a d'abord jeté les pavés, puis été traînée au sol. Non, la répression de cette manifestation, tout ça est documenté, vous irez le voir. Farida Chic, on a les images et on a le déroulé. Elle a d'abord jeté les pavés, puis été interpellée. Elle a d'abord jeté les pavés, puis être interpellée. Oui, mais voilà. avant de jeter les pavés... Elle n'a pas jeté les pavés après avoir été tirée au sol. C'est pas ce que j'ai dit. Sinon, ça aurait été difficile de le faire, d'ailleurs, puisqu'elle était interpellée, vous l'avez dit vous-même. Sauf que néanmoins, cette manifestation, il me semble qu'elle a été réprimée avant qu'il y ait des jets d'objectifs et de si elle a jeté des pavés aux policiers, c'est justifié qu'elle soit arrêtée, non ? Je vais vous dire les choses franchement. Il y a eu une situation de gestion du maintien de l'ordre dans le cadre de ces manifestations, et en particulier de cette manifestation des soignantes, qui a généré effectivement une montée des tensions. Mais est-ce que c'est pas une manière de justifier la violence de lui donner l'investiture ? Non, pas du tout. D'ailleurs, vous l'avez dit, elle a été condamnée pour ça, très bien. Je pense que c'est d'abord une femme, une soignante, une syndicaliste, une femme qui se bat pour les conditions de travail dans le secteur de la santé. On en parlera peut-être, qui sont encore aujourd'hui extrêmement difficiles. Elle a eu un excès de colère, c'est une évidence. Elle a eu un excès de colère, c'est une évidence. Moi, je vais vous dire, je suis fier que les gens qui se battent comme ça pour faire en sorte que dans ce pays, quand on est soignant, quand on travaille à l'hôpital et qu'on se bat pour avoir des conditions de travail... Mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, une des questions qui traverse le pays, c'est justement la question de l'expression de la colère. Et bien en donnant l'investiture à une femme qui a exprimé sa colère par la violence, ça vous paraît c'est pas poser précisément problème. L'inverse, si vous voulez. C'est précisément l'inverse. Si vous voulez que cette colère, elle s'exprime d'une manière qui soit d'une manière canalisée dans des canaux démocratiques, il faut que celles et ceux qui se battent pour leurs conditions de travail, ils se présentent aux élections et on fasse en sorte qu'ils gagnent ces élections, qu'ils puissent être élus, qu'ils puissent changer les choses pour que dans le secteur de la santé, par exemple, on embauche enfin les soignantes dont on a besoin. On en parle ici tous les matins de cette question de la situation de l'hôpital. J'en suis parfaitement, on en est tous parfaitement conscients. Je crois que chacun le vit d'ailleurs. Donc elle est bien placée pour porter ces sujets dans la campagne. Plusieurs points dans l'actualité. Le joueur du PSG, Idrissa Gueye, qui a refusé de porter le maillot aux couleurs de la lutte contre l'homophobie. Est-ce que vous considérez que c'est une faute ? Clairement. Je crois que quand on est une personnalité publique, en particulier dans le monde du sport, on a un certain nombre de valeurs politiques à défendre. Je crois que ça en fait partie. Et donc oui, je pense que c'est une... Est-ce qu'il a encore sa place d'ailleurs dans un stade, moi, dans un club parisien ? Ni de la Fédération vous êtes à l'OM, je vais vous n'allez pas dire qui doit jouer au PSG, mais ni du PSG, voilà. Donc ça, c'est aux autorités. Mais il faudrait qu'il soit sanctionné. En tout cas, si j'étais moi-même président de ce club de football, ce que je ne suis pas, je pense que c'est ce que je ferais, oui. Manuel Bompard, il y a eu aussi cette nouvelle hier, le chauffeur de bus qui avait été tabassé à mort à Bayonne. Finalement, les deux suspects ne passeront pas devant les assises. Ils s'étaient acharnés sur leur victime, mais il a été considéré qu'il n'y avait pas de volonté d'entraîner la mort. La veuve et les filles de ce chauffeur de bus de Bayonne qui avait ému toute la France disent que la justice n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une
décisions de justice. Moi, je connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire et j'ai pas l'habitude de On avait parlé à l'époque, le ministre de l'Intérieur, qui était tout juste nommé, Gérald Darmanin, avait parlé à l'époque de ce fait divers qui avait ému la France d'ensauvagement. Est-ce que vous reprendriez cette expression? Non, je crois pas, parce que je pense que ça sert à rien en fait d'utiliser des grands mots comme ça. La question, c'est comment on améliore concrètement les choses. J'ai parlé tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut faire en matière de sécurité pour prendre le problème à bras-le-corps, mais de manière intelligente et sérieuse et faire avancer les choses. Et c'est pareil en matière judiciaire. Je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'on pointe du doigt l'autorité judiciaire, qu'on essaye d'opposer les pouvoirs. Vous vous rappelez de cette manifestation, la police, la justice, le problème de la police et la justice. Non, le problème de la justice, c'est sans doute que les délais de traitement des affaires sont trop longs, donc il faut davantage de moyens, que les tribunaux sont dans des états délabrés, donc il faut améliorer ça. Et si on peut faire un peu moins de communication sur ces sujets et un peu plus d'actes sérieux. Mais c'est quoi de la communication? C'est-à-dire que quand la veuve du chauffeur... Non, mais je parlais pas de ça, là, je parlais de la manifestation que j'ai évoquée dans mon intervention. Bien évidemment, je comprends l'émotion de cette personne et je comprends très bien que de son point de vue à elle considère que la justice a mal agi. Mais quand vous dites communication, est-ce que vous voulez dire qu'il y a un sentiment d'injustice ou un sentiment d'insécurité qui est exacerbé? Non, ou est-ce qu'il y a une réalité? Mais écoutez, si les gens se sentent... Ça sert à rien de commenter le sentiment d'insécurité. Si c'est un sentiment, il existe ce sentiment. Donc la question, c'est comment on y répond. Ce que je veux dire, c'est que sur ces sujets de sécurité, de justice, j'observe que dans chaque campagne électorale, on fait des grandes phrases, des grands mots. Il y a des gens qui arrivent et qui disent avec moi tout va changer. Et puis après, en fait, c'est les mêmes politiques qui sont mises en place. Ça fait 20 ans qu'on accumule les lois sur la sécurité, les lois sur la protection. Il y en a à peu près une par an. Et est-ce que la situation s'est améliorée? Non. Et après, on vient pointer du doigt les opposants comme nous en disant ouais, vous vous en fichez de ces questions. On s'en fiche pas. On dit juste prenons-les un petit peu plus sérieusement que ce qu'on les a prises aujourd'hui. Travaillons ces sujets. J'ai mis sur la table un certain nombre de propositions et ensuite mettons-les en place. Il y en a 650 des propositions. Manuel Bompard, merci d'être venu notamment les détailler ce matin à mon micro sur RMC et BFM TV. Il est 8h53.